Une nouvelle série arrive dans l'univers Game of Thrones, elle s'appelle Un Chevalier des 7 Royaumes, commence en France le 19 janvier 2026 et propose un point de vue et une ambiance qui tranche avec ce qu'on a pu voir dans Game of Thrones et House of the Dragon. L'analyse de la bande-annonce qui vient de sortir est un parfait prétexte pour vous présenter les personnages, les enjeux et surtout ce qu'on peut en espérer. Un Chevalier des 7 Royaumes, A Knight of the Seven Kingdoms, est l'adaptation des Chroniques du Chevalier Errant, 3 nouvelles de J.R.R. Martin, qui sont particulièrement agréables à lire et adoptent le point de vue d'un chevalier issu du peuple, un certain Duncan, ou Dunk. La première saison comptera 6 épisodes de 30 minutes environ chacun, mais avant de râler, il faut bien comprendre que cette faible durée correspond à la taille du texte qui est ici adapté. Alors oui, peut-être que 3 épisodes d'1 heure auraient la préférence de certains d'entre vous, ou encore un film, pourquoi pas, mais HBO a opté pour ce format de saison réduite. 3 saisons sont envisagées, une par histoire disponible à l'écrit, et a priori, on n'aurait pas à attendre trop longtemps entre chaque saison, car le tournage de la deuxième commencerait en mars 2026, ce qui permettra une diffusion en 2027, d'autant plus que sans dragon, la série demande une post-production bien moins longue que House of the Dragon notamment. Pas de dragon en effet, puisque les événements se déroulent environ 80 ans après la Danse des Dragons et environ 90 ans avant ceux de Game of Thrones, alors que les dragons sont considérés comme ayant disparu pour de bon. Cette différence de ton dont je vous parlais se retrouve à plusieurs niveaux. Comme déjà souligné, le personnage principal n'est pas noble de naissance, loin de là. Par ailleurs, Duncan est quelqu'un de bien qui porte l'idéal de la chevalerie que lui a inculqué son mentor. Enfin, même si des événements tragiques vont survenir, l'ambiance reste plus légère et optimiste, centrée notamment sur le duo que Duncan formera avec son jeune écuyer, surnommé l'œuf, du fait de son crâne rasé. La première saison devrait compter un certain nombre de combats de chevaliers puisque l'action se tient durant un tournoi très mouvementé, et la série affiche clairement l'ambition de proposer les scènes de joute les plus abouties jamais montrées dans cet univers. En résumé, on peut donc s'attendre à une série courte et rythmée centrée sur des personnages attachants, l'amitié grandissante entre Dunk et l'œuf, et l'exploration de la société de Westeros du point de vue d'un jeune chevalier inconnu et naïf. On retrouvera des personnages de haute noblesse durant le tournoi bien sûr, et on peut espérer des scènes d'action haletantes à coups d'acier froissé. À titre personnel, la bande-annonce m'a fait bonne impression car elle semble très fidèle à une histoire à la fois relativement simple mais aussi très réussie, qui démontre que cette saga ne se compose pas uniquement d'horreur, de misère et de trahison, même si tout ne sera pas rose pour Duncan, bien évidemment. On peut regretter de nombreuses scènes dans la grisaille, l'obscurité ou la fumée pour cette bande-annonce, sachant que certains attendaient des couleurs plus vives pour cette série, mais on verra ce qu'il en est d'ici la diffusion des épisodes car l'étalonnage varie parfois beaucoup entre bande-annonce et version finale. Cette bande-annonce qui commence avec Duncan surnommé Le Grand que l'on voit enterrer le vieux chevalier errant qu'il avait pris sous son aile en tant qu'écuyer. Ce chevalier se nomme Harlan de l'Arbre-Sous et il est particulièrement symbolique de voir Duncan l'enterrer à flanc de colline sous un arbre. Un arbre qui est sans doute un orme, même si je n'ai pas pu en assurer à 100%, je le précise car c'est ensuite un orme qu'on retrouvera peint sur un écu plus tard dans la bande-annonce. Duncan est grand, mais vraiment un grand. Dans le livre il fait 2,10 m. Dans la série, le joueur de rugby qui l'incarne, Peter Claffey, mesure 1,95 m, c'est déjà pas mal. Celui qu'on surnomme parfois Dunk qui naît dans la misère dans le fameux tristement célèbre quartier de Culpucier de Port-Réal. Harlan de l'Arbre-Sous l'a pris pour écuyer et l'a bien élevé et entraîné, lui inculquant sa vision de la chevalerie au travers de divers maximes et principes propres à l'honneur du chevalier errant qui passe de maître en maître et de mission en mission. On retrouve cet esprit résumé dans les premières phrases alors que Duncan affirme qu'Harlan l'a chargé d'être un bon chevalier, de défendre le faible et l'innocent. Seulement voilà, Harlan a-t-il vraiment fait de Duncan un chevalier? Nous verrons ce que la série laisse entendre à cet égard. Et quand bien même a-t-on besoin d'avoir été fait chevalier pour en devenir un bien meilleur que ceux issus de la plus haute noblesse des 7 royaumes? Les mains épaisses, avec ses avant-bras protégés de cuir qu'on voit passer un tabard vierge d'armoirie sur Duncan, appartiennent sans doute à Crâne d'Acier, un forgeron auprès duquel le jeune chevalier en devenir obtiendra un haubert adapté à sa carrure hors norme. Lorsqu'il enfile son aume, c'est une autre scène puisqu'il est alors à cheval et s'apprête, de toute évidence, ajouté à la lance. Cette bande-annonce exprime le ton plus léger au travers d'une musique qui ne sera pas composée pour la première fois dans cet univers par Ramin Djawadi, mais aussi en plaçant des moments plus ou moins humoristiques. Lorsque Duncan se trouve face au garçon d'écurie qui mène le destrier de Baelor Targaryen, on distingue 2 éléments d'héraldique,
Le premier, c'est ce qu'on pourrait prendre pour le symbole de Dorne sur les oriflammes en arrière-plan, avec ce soleil blanc sur un fond orange. En réalité, il s'agit du bas des armoiries de la maison Sandreguet, avec au-dessus un chevron blanc. Les Sandreguet sont une maison vassale des Tyrell, et c'est autour de la forteresse de Sandreguet que se tient le tournoi du même nom, qui concentrera l'action de cette première saison. Le second symbole héraldique de la courte scène est celui qui apparaît sur le bouclier que Duncan porte dans le dos. Il s'agit d'un calice ailé, et ce sont les armes héraldiques de Ser Harlan de l'Arbre-Sceau. En plus d'être carrément cool, le plan qui montre Duncan arrivant à cheval à Sandreguet, découpé au centre de la grande porte ouverte et encadré de 2 statues de chevaliers, lance en main sur des montures cabrées, nous promet déjà un destin peu commun pour cet homme du commun. Il a beau être immense, il apparaît tout petit, avec tout ce vide au-dessus de sa tête qui figure tout le chemin qui lui reste à faire vers la véritable grandeur. Et ce ne sont pas là de simples élucubrations de ma part avec cette symbolique, puisque vers la fin de la bande-annonce, Lyonel Baratheon l'encourage à être grand. En outre, c'est justement une inversion de ce rapport de taille entre Duncan et la porte qu'on trouvait dans un plan précédent quand il enfile son aume et embrasse déjà son destin de chevalier. Qu'est-ce qu'un bon chevalier? On a justement ce premier dialogue de la bande-annonce entre Duncan et l'œuf qui indique ne pas connaître un certain chevalier. Je pense que l'œuf parle alors de Ser Harlan de l'Arbre-Sceau, puisqu'il lui serait bien sûr impossible d'avoir déjà entendu parler de Duncan. Si l'œuf indique qu'il connaît les bons chevaliers du royaume, ce n'est pas pour rien, mais si vous ne voulez absolument rien savoir à son sujet, passez au temps indiqué en bas de l'écran. Je vous laisse quelques instants pour le faire si besoin, même si je vais parler de quelque chose qu'on ne saura a priori très vite dans la série. Donc l'identité réelle de cet enfant de l'œuf ne sera pas connue immédiatement de Duncan, puisqu'il va un peu le tromper, mais évidemment, s'il a le crâne rasé, c'est parce qu'il a des cheveux blonds platine typiques de certains Targaryens. L'œuf se nomme Aegon et il est très loin dans l'ordre de succession au trône. Il est aussi le jeune frère d'Aemon, celui qu'on retrouve en maître de la garde de nuit dans Game of Thrones. De ce fait, pas étonnant que l'œuf connaisse les meilleurs chevaliers du royaume, car il a eu plusieurs fois l'occasion de les voir jouter face à sa famille, qui règne alors encore sur Westeros, bien entendu, et d'autant plus qu'Aegon est fasciné par les tournois de chevalerie. Si Aegon a les cheveux rasés et qu'il se surnomme l'œuf, c'est initialement à l'initiative de son grand frère Daeron, surnommé l'Ivrogne, qui n'a pas envie de participer au tournoi de Sandreguet. Aegon a envie, lui, de voir le tournoi, mais tout en évitant sa famille au château pour profiter d'un peu de liberté et vivre les lices au plus proche du terrain. Comme on le constate, l'œuf est un petit malin qui a de la répartie mais manque souvent de respect aux adultes, et notamment à Duncan dont il remet en cause la logique quand il le menace de la poursuite par des chiens par exemple. Lorsque Duncan voit passer la troupe targaryenne, on remarque sur les étendards que les dragons ont retrouvé les 2 pattes chères à J.R.R. Martin qui n'avait pas compris le choix de leur en mettre 4 dans House of the Dragon. Et justement l'auteur ne tarit pas d'éloges quant à cette nouvelle série dont l'adaptation peut plus facilement être proche du texte, bien sûr, puisque les chroniques d'un chevalier errant est plus détaillée dans les faits et gestes des personnages qu'une chronique historique comme Feu et Sang, qui sert de matériau de base à House of the Dragon. On voit enfin l'oriflamme Sandreguet en entier lorsque Aerion Targaryen confond Duncan avec un garçon d'écurie. Aerion est un Targaryen comme on aime les détester. C'est un homme dangereux les armes en main, psychologiquement instable et inutilement cruel. Il est joué par Finn Bennett que j'avais vu auparavant dans True Detective Ninth Country. Qui dit tournoi dit festivité bien sûr, et on a de beaux aperçus des spectacles de marionnettes menés par Tancelle, originaire de Dorne, cette jeune femme à qui Duncan rend un léger sourire. Tancelle est jugée trop grande par ses comparses dans les livres, et l'actrice, Tamzin Crawford, ferait 1,80 m. On retrouve plus tard la mise en scène d'un faux dragon crachant le feu, lors d'une séquence particulièrement convaincante visuellement de cette bande-annonce, mais attention, on sait que les dragons, c'est un sujet un petit peu sensible pour certains Targaryens. Ensuite, l'homme qui crache sa morve face à Duncan n'est autre que Plummer, l'intendant de la famille Sandreguet qui assure la charge de maître des jeux pour le tournoi. C'est auprès de lui que Duncan doit essayer de s'inscrire comme chevalier pour espérer participer. Ensuite, le chevalier au blason de losange rouge sur fond blanc qu'on voit partir pour la lice se nomme Humphrey Harding, un compétiteur extrêmement doué aussi bien à la lance qu'à l'épée ou dans la mêlée. La maison Harding se compose de chevaliers du Val d'Arin. On devine derrière la tente aux couleurs de Harding celle de Lyonel Baratheon avec la tête de cerf qui surplombe le fait de la structure, tandis qu'au premier plan, le jeune homme en armure noire n'est autre que Valar Targaryen, fils aîné du prince Baelor, qui est l'héritier du trône. Tout ça pour souligner aussi que lorsque l'œuf s'étonne que Duncan laisse ses chevaliers le traiter comme s'ils étaient ses supérieurs, on peut comprendre ce dernier puisque son rang de chevalier errant
à peine adoubé, ce qu'il prétend du moins le place tout en bas de la hiérarchie des chevaliers. C'est l'occasion de reparler de Lyonel Baratheon qu'on découvre dans toute la splendeur de ses armes avec ses andouillés de part et d'autre de son home. Il est le seigneur de la maison Baratheon et on le surnomme l'Orage Moqueur. C'est l'un des plus grands guerriers de son époque, dont le destin est étonnamment lié à celui de Duncan. Les deux hommes qu'on voit ensuite s'entraîner durement sont Stephen et Raymun Faucevoix. Stephen est déjà chevalier mais pas encore Raymun. On distingue leur blason qui est alors celui d'une pomme rouge. On retrouve ensuite Duncan en discussion avec Lyonel Baratheon. De toute évidence, les deux sont passablement éméchés, alors que Duncan semble bien porter la couronne d'accalmie, le fief Baratheon. Il considère n'avoir aucune chance contre des adversaires aussi bien entraînés, ce que Lyonel lui confirme sans hésiter. La scène de l'étoile filante nous montre l'œuf et Duncan au pied d'un arbre, une scène qu'on retrouvera dans le blason que Duncan se choisira et qui est donc peint ensuite sur son bouclier. Pas grand chose à dire de plus sur les autres plans de festivité ou encore d'Aerion en armure, sinon qu'il a vraiment fière allure. Les 7 chevaliers alignés correspondent à un événement qu'on n'a pas vu dans les 7 royaumes depuis 100 ans à ce moment, un jugement des 7. C'est un duel judiciaire mais étendu à 7 contre 7, avec un camp des accusés et un camp des accusateurs. Le chiffre 7 correspond bien sûr à la religion des 7 qui domine Westeros depuis l'invasion par les Andals, une religion servie par les Septons et les Septars. Je pourrais sans doute plus ou moins vous dire qui est qui dans les chevaliers alignés. Il est évident qu'on y reconnaît Lyonel Baratheon et Duncan, mais pour le reste, je préfère ne pas gâcher la surprise du qui ni du pourquoi. Ceux qui savent savent et pour les autres, ça n'apporterait pas grand-chose de vous dévoiler la surprise. Le home d'Aerion avec les flammes stylisées fait apparemment débat parmi certains fans, mais pour ma part, je le trouve marquant et très réussi, car particulièrement inquiétant, et donnant à Aerion un aspect démoniaque. L'armure de Lyonel Baratheon a de nombreuses et claires similitudes avec celle de Brienne de Tarth, qui servira à la maison Baratheon 90 ans plus tard. Ce n'est pas le seul lien de Brienne avec la série, car elle est la descendante de Duncan, comme quasiment officiellement confirmé par J.R.R. Martin. Lors d'une charge de joute du jugement des 7, on voit qu'au moins un chevalier tout de blanc vêtu participe, ce qui le désigne comme un membre de la garde royale bien sûr, et donc un adversaire particulièrement redouté. Le choc qui vient juste après oppose Humphrey Harding, dont je vous ai déjà parlé, avec l'écu de losange rouge sur fond blanc, et sans doute face à lui Humphrey des Essaims. Je ne vous révélerai pas qui des deux l'emporte, mais leur affrontement fut si magistral qu'on le surnomma la bataille des Humphrey, puisque les deux chevaliers portent le même prénom. Les combats et scènes chocs s'enchaînent alors qu'un Targaryen en désarçonne un autre, toujours dans ce qui semble correspondre au jugement des 7, puisqu'on distingue encore en arrière-plan un chevalier de la garde royale. Et l'action n'est toujours pas finie puisqu'on bénéficie ensuite d'un plan vraiment superbe en vue subjective dans le home de Duncan, alors qu'il reçoit un coup de fléau d'arme en pleine tête de la part d'Aerion, qu'on reconnaît bien sûr à son home de flammes stylisé. On peut entendre l'œuf qui crie à Duncan de se relever, Lyonel lui conseille d'assumer d'être grand, sans doute pour son surnom, et le tout s'achève sur un autre plan incroyable de lice et de charge à 7 contre 7, qui, en tant que fan de chevalier depuis l'enfance, me met des paillettes dans les yeux avec ou sans Kevin. Je ne vous cache pas que si la durée de 30 minutes par épisode et par semaine ne me convainc qu'à moitié, tout le reste suffit largement à compenser et à me donner très envie de voir cette adaptation pleine de vie et de l'une des très belles histoires du Trône de Fer. On a ici une narration plus resserrée sur 2 personnages principaux avec une unité de lieu et des enjeux très clairs et plus héroïques que d'habitude pour cet univers. Je trouve la distribution excellente, de prime abord du moins, et la qualité de production clairement au rendez-vous, avec un budget adapté à cette proposition. C'est à 1000 lieues de donner une impression cheap, je pense qu'il serait malhonnête d'affirmer le contraire. Ce sera pour une fois une excellente série à regarder d'une traite en 3 heures environ, même si bien évidemment je la couvrirai épisode par épisode dès sa sortie en janvier prochain. Si vous ne voulez pas de coups de fléau dans l'entrejambe, je vous conseille de soutenir la vidéo et la chaîne avec pouce, commentaire, abonnement ou même en devenant membre de la chaîne ou encore sur Tipeee si vous en avez les moyens bien entendu. Comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, on est à 3 vidéos par semaine sur la chaîne. Je vais faire au mieux pour lundi, mais possible que je manque le rendez-vous, car je dois en assurer d'autres moins marrants pour un proche. Alors portez-vous bien et à très vite. Salut!